cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Lundi 21 juillet 2025, mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et nous allons tout de suite décrypter l'actualité internationale. En Afrique, c'est le Cameroun qui nous intéresse. Au niveau de l'Europe, c'est le Royaume-Uni. Au niveau des Amériques, les États-Unis et en Asie-Pacifique, le Japon. Pour décrypter cette actualité, j'ai avec moi Joël Ataï Guédegbe. Il est expert en gouvernance et analyste politique. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Bonsoir à vos téléspectateurs, ça va. Ouais, alors quand j'ai dit le Cameroun, je vous ai vu sourire et là tout de suite nous allons de ce côté. Présidentielle 2025, Maurice Kamto a déposé sa candidature sous la bannière du parti Manidem. Vendredi, l'opposant camerounais Maurice Kamto a déposé sa candidature pour la présidentielle. Ça commence à être intéressant. On a beaucoup parlé de l'âge du capitaine, du sortant. On lui souhaite encore longue vie. Maintenant, reste à savoir si les électeurs vont le reconduire ou l'envoyer à la retraite. Mais la nouvelle donne, c'est la candidature inattendue de Maurice Kamto, qu'on n'attendait plus à ce niveau-là, et encore moins avec un autre parti. Donc ça donne une combinaison qu'il va être intéressant de voir. Évidemment, et d'ores et déjà, ça spécule, il y a beaucoup de levées de boucliers de la part du parti au pouvoir. Est-ce un signe de panique? Est-ce un signe que quelque chose a commencé à bouger au niveau de l'opposition? Sur la deuxième question, je répondrai quand même oui. C'est un effort de rassemblement de l'opposition en Afrique. Les oppositions sont connues pour ne pas savoir, pour ne pas pouvoir faire front commun quand il le faut. Maintenant, il reste à savoir si c'est la bonne stratégie. Alors justement, à la surprise générale, là, c'est le parti le Manidem d'Anissé Kane qui a investi Maurice Kamto. Pour certains, les hommes de droit sont toujours les premiers à contourner la loi. Bon, la tentation est probablement forte de transgresser, de contourner, de trouver comme étant moyen de tirer son épingle du jeu. Et maintenant, à malin est démis. Sinon, le droit reste quand même le repère. Et quoi qu'on en dise, voilà, à un moment donné, la justice est fondée à trancher, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec les verdicts. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est la possibilité du débat que porte en elle-même le droit. Il s'agit de voir, parce que malheureusement, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation. Voilà. Mais en droit public, il y a quand même des dispositions qui sont qui sont de stricte observance. Donc, il s'agirait de savoir comment le Conseil constitutionnel, je ne sais pas quel est l'organe le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures au Cameroun. Voilà. J'avais la Côte d'Ivoire en tête, mais il y a des processus parallèles. Donc, il reste aussi à savoir comment le juge constitutionnel va interpréter la loi. Ce qui est certain, c'est que le contentieux des candidatures est une phase très importante, très cruciale dans un processus électoral. Il reste qu'en Afrique, le constitutionnalisme africain francophone notamment arrive à se montrer au-dessus de la mêlée et ne donne pas l'impression d'être là pour servir les pouvoirs ou bien pour être un dispositif d'élimination
explicite Oui, mais alors, je dis des tout un peu, candidats. l'analyste politique que vous êtes, est-ce que cette candidature de Maurice Kamto vous intrigue, cette investiture, pardon, de Maurice Kamto vous intrigue comme bon nombre de Camerounais? Non, c'est spectaculaire en soi. Il est curieux qu'on abandonne son propre navire pour aller ailleurs. Est-ce que ça fait partie des conditionnalités du Manidel? Est-ce que la loi camerounaise stipule mais j'imagine quand même que de manière universelle, on peut appartenir à plusieurs partis à la fois. La question est de savoir si on est présenté par un parti politique ou si on est candidat intitulé personné. Et là, ça devient un faux débat que de savoir par qui on est investi ou pas. On ne vous demande pas a priori le logo de votre parti pour une présidentielle. Mais sachant raison garder, tout dépend des éléments écrits. Les pièges se trouvent là. Oui, non seulement avant l'accord, même la loi. Je veux croire qu'ils ne se sont pas tirés une balle tout seuls dans les pieds, parce que si vous vous méprenez sur les dispositions légales, alors là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, avant même qu'on vous ait signifié la fin de l'aventure. Maintenant, il est possible que, malgré tout, ils aient vu les subtilités de la loi et aient compris comment s'y engouffrer. Comment la contourner, vous voulez dire? Comment la contourner. Si M. Kamto a été obligé ou on est passé par la démission de son parti, c'est probablement pour éviter un écueil. Au niveau du MRC, on assure qu'on n'a pas reçu une démission de Maurice Kamto. De Maurice Kamto, mais alors que dirait-on du grand capitaine Biya lui-même, dont le parti n'a plus tenu de congrès et ça également, c'est susceptible d'être attrait devant en contentieux et des déclarations de candidature. Donc, gageons que pour l'essentiel, on laisse la compétition se faire, que les électeurs camerounais aient la possibilité de trancher et non qu'on essaye de le faire à leur place. Oui, mais avant que les Camerounais ne puissent trancher, dites-nous un peu l'analyste géopolitique que vous êtes, lorsque vous regardez un peu la sphère politique camerounaise, est-ce que vous croyez que le Conseil constitutionnel pourra valider cette candidature de Maurice Kamto? Il est vrai qu'on ne tranche pas qu'en droit, en réalité. Il y a le juge constitutionnel, même s'il est strictement lié quelquefois, apprécie le contexte, l'environnement et la préservation de la stabilité du pays. Donc la coalition qui se dessine est assez récente, surprenante. Est-ce qu'elle s'est donné les moyens d'être suffisamment présente dans le pays pour imposer déjà sur le terrain un rapport de force qui conditionne quelque peu la décision du juge constitutionnel en termes de préservation de la paix? Mais je crois que M. Kamto n'étant pas un inconnu, et le fait que cette candidature même intervienne de manière un peu précipitée, moi, me donne à penser déjà Vous vous posez vous-même également des questions. Oui, sur la capacité à créer l'événement au-delà de l'annonce, à entraîner sérieusement derrière, parce que beaucoup se poseront la question, il y a combien de temps encore pour convaincre les plus sceptiques de rallier? En fait, dans une élection, une bonne partie de l'enjeu, c'est de pouvoir capter et détourner vers soi la grande masse des indécis. Et donc, comment est-ce que le discours de cette nouvelle coalition va-t-il pouvoir faire mouche? Va-t-il pouvoir conditionner? Et avec la démission de l'ancien ministre de la Communication, Chirouma, et la candidature de M. Bello Bouba. Bon, au nord, on voit quand même qu'il y a une fragmentation relative et qu'il y a peut-être là les chances d'avoir une élection relativement disputée. D'accord. Si on laissait M. Kamto aller aux urnes jusqu'au bout. Alors, en tant qu'analyste politique également, dites-nous un peu, quelle est la lecture que vous avez faite sur la candidature, sur ce mystère qui entourait la candidature de Paul Biya, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des rumeurs. Finalement, voilà. Je n'attendais même pas le vieux lion revient à la charge, il est candidat. Oui, il est plus qu'un sphinx qui renaît toujours de ses cendres. Quand même on l'annonce mort, fini, dépassé par l'âge. Mais l'âge n'est qu'un chiffre, dit-on. Quoi qu'on spécule sur la réalité et l'effectivité de son intention, et qu'on suppute plutôt que
tout aurait été, ou tout serait manigancé, porté par des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Non, je lui concède d'être en pleine faculté, en pleine possession de ses facultés intellectuelles à tout le moins. Il ne se déplace même pas en chaise ni avec une canne comme certains. Voilà. Et donc, si les Camerounais le jugent encore apte, il n'y a que sa santé physique et le Tout-Puissant pour en décider autrement. Et il est regrettable que malgré tout, le RDPC n'arrive pas, ou que lui-même ne donne pas l'impulsion pour que son parti essaye d'identifier de nouvelles équipes, des personnes plus jeunes, capables même de perpétuer le pouvoir du RDPC. Bon, à ne pas avoir l'intelligence de la nécessité, ben, on peut également avoir des déconvenues fracassantes, et nul ne sait. Et peut-être que ce serait le combat de trop. Mais je ne suis pas surpris que cette candidature intervienne. Je l'attendais même le plus tard possible. C'est plutôt le propre des candidats sortants ou des présidents sortants que d'entretenir le suspense jusqu'au bout et de garder la posture plutôt favorable de président en exercice. Et quand vous devenez candidat, a priori, vous banalisez, vous mettez sur un pied d'égalité avec les autres. Et je trouve même que l'annonce a été assez rapide. Alors, vous, pour avoir quand même couvert beaucoup de scrutins au niveau des pays africains, surtout au niveau des pays francophones et parfois au niveau des pays anglophones également, dites-moi un peu aujourd'hui, comment, selon vous, Paul Biya est perçu par l'élite politique africaine? Est-ce que c'est un patriarche désintéressé, répondant à l'appel de sa nation? Là, nous sommes au niveau du Cameroun. Ou alors, c'est un homme de pouvoir en quête de réélection? Entre les deux, j'observe quand même qu'au-delà de son âge, au-delà de la longueur du règne, enfin c'est quasiment de l'ordre du règne, hein. Déjà c'est des mandats de 7 ans au lieu de la tendance qui va à des mandats plus courts de 4-5 ans. Et on se demande quel est plutôt son secret, quelle est sa recette pour tenir. Et comment les Camerounais, au fond, s'accommodent-ils de cette situation? Parce qu'il ne faut pas parler à la place des Camerounais. Ouais. Il faut réellement savoir se garder de ça. Probablement que, au vu de son origine ethnique et de ce qu'il n'est pas d'un groupe majoritaire, comme les Bamileke ou d'autres, hein, ou même qu'il n'est pas de l'Ouest anglophone, pour tout dire, il semble moins menaçant. Il semble probablement convenir en termes de gros équilibres interrégionaux ou interethniques. Mais au-delà de ça, peut-être que c'est quelqu'un qui a su redistribuer, qui a su organiser le partage du pouvoir, avec la présence souvent à ses côtés pour le poste de Premier ministre d'un originaire du Nord. Ce n'est pas un hasard. Il me semble que ça présentement, c'est quelqu'un du Nord-Ouest qui est voilà. À ce poste-là. Et donc, tout ça participe d'une subtile géographie, pour ne pas dire grammaire de la politique camerounaise. Et il y a encore beaucoup d'enseignements à en tirer. Si réellement on peut donner les gages de la transparence de l'organisation de scrutin ouvert et fiable. Et sur le reste, c'est le droit des Camerounais de prendre quelqu'un de très jeune ou de très vieux, peu importe. Alors, pour sortir... le suffrage universel a droit de citer. Alors, pour sortir de ce sujet camerounais, certains estiment que la longévité politique de Paul Biya, elle est due à l'indécision de l'opposition camerounaise. Oui, la difficulté des oppositions à s'unir n'est pas... est presque atavique, mais elle peut être entretenue aux grandes dames des principaux concernés eux-mêmes. Oui, mais pourquoi est-ce qu'en Afrique francophone, les oppositions ont du mal à s'entendre, à s'unir? Il y a que le système électoral, pour ne pas dire le système partisan, favorise cela. Parfois, il y a le scrutin majoritaire à un tour ou à 2 tours pour les législatives. Et si c'est celui qui est copié si c'est celui qui est inspiré par la France
chacun estime qu'il a quand même ses chances. Mais si c'est celui qui est inspiré de la Grande-Bretagne, par exemple, voire des États-Unis, le système électoral ne vous permet pas de vous amuser à vous diviser. Et donc, les électeurs, non seulement votent utile et orientent leur suffrage vers... Et ils sont très à cheval sur le programme également. Ben, forcément, déjà, il y a des taux d'alphabétisation plus importants, il y a des presses assez vivaces qui entretiennent le débat avant les élections. La personnalisation n'est pas en manque. Et au Nigeria, on a des figures centrales, on a parfois des gens au seuil de leur vie qui arrivent, c'est au seuil c'est au summum de leur vie, qu'ils arrivent à accéder à la magistrature suprême. Et le décès de Feu Boiry. Et puis là, ça pose pas de problème. L'âge, comme vous l'avez dit, chez les anglo-saxons, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est pas qu'un chiffre, il est aussi signe de combativité. Oui. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on prend les plus âgés. Ce qui passe mal chez les francophones. Voilà. Et donc, les gens, sur la distance, démontrent quand même qu'on peut compter, qu'il faut compter avec eux. Personne, le général Yahadoua, lui, n'a pas pu achever son mandat que le vice-président Goodluck a pris au relais. Avec Boiry, on a vu également. Avec Tinubu également en ce moment. Donc, c'est les PP et Atiku, qui est leur challenger depuis des années, peut-être que son tour arrive. Viendra. Et, soit dit en passant, lui aussi vient de claquer la porte de son parti, celui qu'il a contribué à former. Quelle stratégie cela cache-t-il? Est-ce que ça va être une autre union de l'opposition ou bien est-il désespéré d'avoir l'investiture chez les siens? Peut-être que le débat fait qu'on lui signifie désormais la porte de sortie. Mais dans les pays francophones, on est loin d'avoir des partis où le débat soit. Dans les pays francophones, nous avons des hommes forts et non des partis forts. Beaucoup de personnalisation et également d'ancrage ethno-tribaliste, qui fait que la fragmentation va à volo et ne favorise pas l'émergence de forces assez compactes. Alors, après le Cameroun, nous allons du côté du Royaume-Uni. Espionnage du renseignement militaire russe, Londres impose des sanctions contre des agents russes une nouvelle fois encore. Londres accuse Kremlin. C'est pas nouveau. D'où encore. Et bientôt, il y aura la réponse du berger à la bergère de la part de la Russie, jusqu'à ce que les choses s'équilibrent. Ce qui est amusant et étonnant, c'est de voir que malgré cette détection, les gens continuent quand même, enfin, si c'est réel, si les accusations sont réelles, les gens n'entretiennent pas moins l'idée qu'ils pourraient espionner impunément un autre pays quand même bien organisé. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'amuse dans tout ça. Sinon, ce jeu de chat et la souris, là. Sinon, c'est l'ordinaire des puissances que de s'organiser pour espionner l'autre. Mais là encore, ça semble aller de soi que des puissances rivales et de camps, en tout cas opposés pendant longtemps, s'espionnent avec la possibilité de se faire la guerre ou bien de se en cherchant à se prémunir dans l'éventualité d'un conflit ouvert. Mais le comble, c'était de découvrir que au sein de l'OTAN même, les États-Unis ne se gênaient pas pour espionner leurs partenaires. C'est à se demander jusqu'où la confiance peut régner. Et il y a même eu pire au sein des États-Unis, où on a vu l'époux d'une célèbre ambassadrice au Moyen-Orient être un agent de la CIA à l'insu de son épouse. Donc, on n'arrête pas le progrès de ce côté-là. Alors, dites-moi un peu, selon vous, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni est le terrain de prédilection de l'espionnage russe? Le Royaume-Uni fascine également par sa tradition d'espionnage. Depuis toujours, je crois que les romans le MI5, voilà, les services secrets de Sa Majesté. Il y a quelque chose de fascinant à cela, et ça peut peut-être spontanément déjà fasciner même des gens qui ne sont pas forcément actionnés par leur pays, parce que c'est des méthodes subtiles, particulières et propres à vous parler de la Grande-Bretagne. C'est l'espionnage à la manière britannique n'est définitivement pas
celui que font les Français. Voilà, leurs terrains de prédilection ne sont pas les mêmes, les méthodes encore moins. Vous avez parlé de Sa Majesté également. Il y a peut-être du panache à être au service de la couronne, voilà, de cette entité que les Britanniques vénèrent par-dessus tout. Mais à l'inverse également, il peut y avoir honneur et détermination à espionner au nom de son pays pour la survie, pour l'idée qu'on se fait de son pays, de sa nation. Et donc la psychologie même des agents, des espions, est quelque chose de fascinant. Est-ce que c'est toujours le patriotisme? Est-ce que c'est le goût du lucre? Est-ce que c'est le goût du risque? C'est tout un mélange. Et quand c'est adossé à une tradition, il faut alors souffrir que cela ne s'interrompe pas, que ce soit toujours un courant qui se renouvelle de génération en génération, parfois avec quelques formes différentes. En Iran, récemment, on a observé, on a entendu, on a noté l'histoire de cette dame-là qui a réussi à s'infiltrer dans le cercle des épouses des dirigeants iraniens au profit du Shin Bet et du Mossad, enfin d'Israël, qui aussi a sa part de tradition d'espionnage qui fascine. Alors justement, est-ce que le fait que Londres ait découvert le rôle central joué par les renseignements militaires russes dans l'invasion de l'Ukraine change la donne aujourd'hui? Parce que c'est un élément que Londres et les autres pays occidentaux n'avaient pas au départ. Peut-être que c'était soupçonné, mais sans doute également que Londres avait quand même quelques éléments en attendant de les corroborer. Et voilà, donc c'est là qu'on voit la différence entre les uns et les autres. Hein. Ils ont le nez creux par rapport à l'espionnage venant de telle région ou de telle autre. Et ils sont exercés. Et donc, comme il n'y a pas de fumée sans feu en général, on finit par découvrir un tantinet quelque chose. Mais si dans ce domaine, ça veut dire également qu'eux-mêmes ne sont pas exempts du reproche inverse. Donc, je m'attends, comme j'ai dit tout à l'heure, à la réponse du berger à la bergère. Peut-être que les indices seraient moins concordants de la part de la puissance ou du pays qui réagit. Mais personne ne renonce, au fond, à l'idée d'espionner l'autre, de l'influencer. Il y a aujourd'hui... On parle beaucoup de soft power désormais. C'est aussi une forme d'accord, ça se veut même pas, ça ne se revendique même pas comme moyen, tentative d'influence. Mais à travers ça, ça veut dire qu'on abaisse le degré de méfiance et qu'on peut alors davantage vous espionner et vous piquer des choses à votre insu. Et c'est un jeu qui est joué par presque tout le monde selon les moyens, selon l'organisation et la tradition de chaque pays. Alors justement, chercher forcément à déstabiliser l'Europe à partir du Royaume-Uni, pourquoi cela est si important pour la Russie? Est-ce que c'est le maillon le plus faible ou le plus... C'est le plus fort peut-être. Ou le plus fort. Et dans la théorie des jeux, il peut être utile de vous parlez de théorie des jeux, pour vous c'est un jeu de dames, c'est ça? C'est plus que ça. C'est plus que même un jeu d'échecs. Et vous connaissez la force et la tradition russe en cela. Et puis il y a comme un instinct atavique qu'on ne renonce pas à ce qu'on a toujours si bien fait, quelles que soient les déconvenues, quelles que soient les découvertes. Et ça ne veut même pas dire qu'on a tout démantelé. Je serais étonné qu'on ait du jour au lendemain réussi à identifier tous ceux qui ont des velléités ou bien tout ce que le système russe a positionné. Et je le dis, il y a presque lieu de croire que les Britanniques n'ont pas moins un dispositif semblable vers la Russie. Voilà, c'est peut-être même ça qui explique, qui facilite la découverte de ce que les autres font, parce qu'il y a une interpénétration fatale. Vous finissez par vous croiser. Aux États-Unis, parfois même ça se tolérait d'avoir des espions russes tant que leur domaine
de curiosité n'empiète pas sur la sécurité nationale. Était circonscrit, voyez-vous. Donc, ces gens-là se côtoient dans l'ombre. Il y a un gentleman agreement, quelquefois, avant qu'on ne stoppe. Oui, mais lorsqu'on vous écoute un peu entre le Royaume-Uni et avant c'était l'URSS, maintenant c'est la Russie, il y a toujours cette méfiance-là. Est-ce à dire que cette méfiance-là continue? On se rappelle, lorsque les trois grands se sont retrouvés du côté de Yalta, les Russes ont toujours c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les Russes sont plus méfiants envers les Britanniques que les Américains. Pourquoi? Non, les Américains sont un pays neuf. Ils sont un pays de melting pot qui n'a pas la même tradition que la vieille Russie, que la vieille Angleterre. Et voilà, donc c'est des nations qui ont qui ont leur tradition déjà bien. Oui, on parle de la Russie éternelle, par exemple. Ça paraît anachronique aujourd'hui, en plein 21e siècle, de voir qu'un monsieur comme Poutine, il n'a pas 80 ans, il n'est pas né au début du siècle précédent, et pourtant, il porte le rêve, le projet d'une Russie éternelle qui mélange beaucoup de choses. Et c'est pareil pour la Grande-Bretagne, qui a été... Est-ce qu'il ne voudrait pas faire de la Russie une monarchie par hasard? Ça n'a jamais... Oui, c'est au fond un ça qui, à travers le rapport au pouvoir de la plupart des dirigeants russes ne s'affranchit pas du tout de la tradition tsarienne, encore moins de tout ce que l'Église orthodoxe charrie. Là, il y a au niveau de l'inconscient collectif, donc on a beau dire qu'on fait ci, qu'on fait ça, on a beau vouloir se montrer moderne, ou à la limite on a beau être perçu comme pro-occidental, proche des Occidentaux, on n'en est pas moins conditionné par voilà, ce tréfonds-là qui fait qu'une nation survit si... En tout cas, elle a été constituée autour de ces déterminants. Elle survit aux arrangements actuels, aux formes, à la limite épisodiques des États contemporains. Ils ont fait leur preuve depuis combien de temps, ces États-là? Alors, donc, il y a des choses plus sérieuses autour desquelles les gens s'accrochent, et un peu partout. La tradition a du beau, a du bon, en tout cas, a quelque chose de fascinant, y compris pour les espions qui peuvent chercher à mieux se pénétrer de l'esprit, simplement, de ces pays-là, pour mieux les comprendre, en vue de la guerre, peut-être, mais... D'une éventuelle guerre. Oui, d'une éventuelle. Alors, lorsqu'on regarde un peu la géopolitique de ce monde, selon vous, Joël Ataï-Guédégbé, dites-nous un peu, le Royaume-Uni serait-il la bête noire de la Russie, ou alors c'est vice-versa? Ça s'équivaut. On a beaucoup parlé des histoires d'empoisonnement de dissidents russes à Londres, toujours dans ce clair-obscur de la traque, de l'espionnage. Donc c'est un terrain de jeu, de prédilection pour les... Au fond, on est toujours fasciné par un adversaire qui ne se laisse jamais dompter, qui vous montre chaque fois de nouvelles facettes de son savoir-faire, de son art, de la chose. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'arrive pas même à s'arrêter de se livrer à ce jeu-là. Attendez, même les hommes en soutane, même le grand ou le petit Vatican n'est pas moins grand par... Ses agents, c'est ça? Oui, par son système d'influence. D'accord. Au fond, c'est d'abord une manière de chercher à influencer avant d'être une manière de vouloir détruire. Influencé. Oui, on refuse. On influence d'abord. On influence. Et quelque part aussi, on se laisse influencer. Parfois, on se laisse manipuler avec son consentement. Oui, tout ce monde-là souvent se rencontre autour de cocktails, dans des dîners feutrés, mais où les coups bas ne sont pas en reste. Alors, dites-nous un peu, pour sortir de ce sujet... on parle des correspondants honoraires. Voilà, alors pour sortir de ce sujet, cette guerre qui, ma foi, a été menée derrière les écrans avec des conséquences qu'on ne peut pas imaginer. Alors aujourd'hui,
du virtuel, nous nous retrouvons à la réalité. Pourquoi selon vous? C'est presque fatal qu'il en soit ainsi. On ne peut pas se préparer à ce point à s'affronter sans finir par y céder. Et ne serait-ce que en termes de... Il y a des doctrines qui prônent l'expérimentation dans des conflits limités. Enfin, dans ce qu'on espère, qu'on pense pouvoir contrôler. Parce que il y a des armes qu'il faut pouvoir expérimenter en situation réelle. Et parfois, ces conflits-là servent cyniquement de terrain de jeu de ce point de vue. Mais de l'autre, tout n'est pas prémédité. Et les choses en arrivent à éclater, à exploser parce qu'on n'arrive plus à tenir les acteurs, parce que la surenchère, ou en tout cas le vase déborde fatalement de par la surdétermination de la menace ou des velléités, en tout cas d'en imposer à l'autre. Alors, quel est le meilleur moment pour se signaler à l'autre comme étant dominateur, étant celui auquel on doit allégeance? On essaye de... On observe d'abord le leadership de ces pays-là, on observe la cohérence, bien la cohésion sociopolitique du dit pays. Et donc, si ces éléments-là montrent des signes de fragilité, ben, on pousse un peu l'avantage. Et si on ne peut pas le faire frontalement, on continue en termes d'influence où on fait tout. D'où l'intérêt même de peser sur les élections ou le choix des dirigeants d'un pays. Donc, on se ménage des alliés ou on n'est pas désintéressé par l'avènement de forces politiques qui vont fléchir en cours de route, qui ne seront pas des adversaires coriaces. Et donc, de ce point de vue, il y a des cellules de veille stratégique qui vous disent jusqu'à quel point vous devez patienter avant de passer à l'action, avant de vous signaler, de signaler votre volonté impériale. Les États sont, pour la plupart, ainsi conçus. On a parlé tout à l'heure des royaumes, des anciennes organisations étatiques. Et donc, c'est toujours porté vers l'impérium, vers la domination, la volonté donc de s'agrandir, de se donner une profondeur stratégique et de s'assurer sa vitalité intérieure comme au niveau de la sécurité. Et voilà, donc on a parfois besoin de repousser l'adversaire jusqu'à un certain niveau ou bien de se signaler à lui de temps à autre par sa capacité de nuisance. Alors, nous traversons de l'autre côté de l'Atlantique et nous nous retrouvons au pays de l'oncle Sam. Nouveau soutien militaire à l'Ukraine. Donald Trump évoque les raisons. Annonce de livraison d'armes et soutien militaire à Kiev. Donald Trump ramène les États-Unis dans la partie. Bon, est-ce que c'est pas Donald Trump qui veut toujours être au cœur du jeu, qui attend qu'on lui... Il veut pas se faire oublier. Ah non, ça fait combien de temps qu'il est là? Il est là depuis début janvier, à peine 6 mois. Bon, donc, ça lui paraît une éternité. Il s'impatiente de voir les uns et les autres ne pas agir conformément à ses souhaits, à ses rêves. Mais il est étrange et curieux que à ce niveau, il soit surpris du comportement des acteurs. Ce n'est pas la première fois qu'il exerce le pouvoir politique. Quand même, il a même eu le temps de faire un mandat sabbatique, entre guillemets. Alors, il faut peut-être convenir que le personnage a ses traits de caractère. Il faut en partie introduire dans l'analyse des éléments relatifs au comportement et au caractère de chacun, sans que cela surdétermine le tout, parce qu'il n'est pas seul. À vos agissements répondront également ceux des autres que vous l'ayez prévus ou pas. Et justement, lui, dans son comportement, sa volonté de domination, d'asservissement, par la coercition douce, il n'est pas passé directement à l'action brute militaire sur le terrain, mais il s'est servi de la force économique, de la force des sanctions pour s'annoncer
Il a manié parfois la carotte ou l'arme de la carotte pour adoucir, pour amadouer. Mais tout le monde n'a pas mordu à l'hameçon. Oui, mais justement, Joël, qu'est-ce qui peut donc justifier ce revirement de Donald Trump? Non, ce n'est pas un revirement de sa part. Ou disons que... Il avait été clair que plus de livraison d'armes à Kiev. Mais subitement... Mais c'est là le malentendu. Il n'a jamais été clair. C'est quelqu'un qui est velléitaire en réalité. Il n'a jamais été clair. L'erreur, c'est de croire qu'il a été clair et donc qu'il aurait une résolution. À la limite, oui, ce sur quoi il est clair, c'est sa gloire, c'est sa personne. C'est son lui. C'est son lui, oui, comme dirait l'autre. Mais donc tout ce qui peut le favoriser, oui, lui permet ou est le bienvenu chez lui. Donc d'où le sentiment qu'il change. Non, lui, il est toujours obsédé et pas ce qu'il va devenir, ce qu'il est, ce qu'il voudrait qu'on... Vous voulez dire qu'il ne veut pas perdre la face, c'est ça? Non seulement il ne veut pas perdre la face, ce serait trop lui prêter comme intention de vouloir s'inscrire dans l'histoire parce qu'autrement, il devrait déjà commencer à tirer les leçons de son premier mandat. Non seulement ça, mais de l'histoire contemporaine comme ancienne des relations internationales. Et il ignore tout ça. Donc son moi, son ego sont surdimensionnés. On ne peut pas, et ce n'est pas seulement un accident, on ne peut pas inviter des collègues, fussent-ils moins importants que vous, et les humilier autant qu'il a fait depuis qu'il reçoit la Maison-Blanche. C'est du jamais vu, que ce soit de Zelensky qui est nécessiteux, qui a besoin de cette aide militaire et économique américaine, mais que ce soit... Plus récemment, les chefs d'État africains. Avant eux, même le grand... comment il s'appelle Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, ou bien le président de la Grande Afrique du Sud, à la limite. Bon, donc, que ce soit même Emmanuel Macron, sur lequel il s'est répandu un propos peu amène et vraiment peu acceptable à ce niveau-là. Et voilà, on voit très bien que c'est quelqu'un qui n'a d'égard que pour lui-même. On l'a vu avec son allié Elon Musk en termes de politique intérieure américaine. Donc, le problème, c'est lui-même. Et c'est son inconstance. Et désormais, pour les alliés ou ceux qui travaillent avec, ceux qui sont amenés à interagir avec eux, ils ont repéré, donc il y a probablement moyen de l'influencer en le caressant dans le sens du poil. Il est très sensible à la flatterie, et au compliment, à la considération, donc il est important. Et peut-être que sous cette condition-là, les choses peuvent marcher. Mais à l'inverse, ceux qui ne sont pas prêts à être baba devant lui, comme Poutine, ceux qui ont plus d'un tour dans leur sac et adossés à leur Russie éternelle, à la puissance, à la tradition de leur État, ceux qui ont ces assurances-là ne s'en laissent pas compter comme Poutine. Et alors, chacun savait également que Poutine ne marcherait pas spontanément comme lui l'a espéré ou cru. Alors, vous avez parlé de paix, vous avez parlé de Donald Trump, qu'il aime bien ceux-là qui le caressent le sens du poil. Vous avez également parlé de Poutine, qui a toujours plus d'un tour dans son sac. Certains estiment aujourd'hui que Donald Trump n'a cessé de brandir un rameau d'olivier par rapport à Vladimir Poutine. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce que l'homme le plus puissant du monde a décidé de reprendre le leadership de l'Occident face à l'Est? Non. Excusez-moi, on l'a entendu, et là il a de la suite dans les idées. Il n'a eu de cesse de demander aux Européens que le temps où les États-Unis étaient la vache grasse de l'Occident était terminé, qu'il faudrait qu'ils contribuent. Et il me semble qu'au récent sommet sur l'OTAN, il a pu obtenir quand même des Européens qu'ils acceptent de s'engager à rehausser le financement de la défense, de le financer à un seuil de 5% au moins, ce sur quoi même certains pays ont des doutes et des réserves en Europe. Mais n'ayant pas le choix, ayant peur d'être abandonnés par ce géant parapluie américain, les Européens, semble-t-il, cherchent déjà des voies alternatives aussi. Oui, mais acceptent de jouer le jeu et lui, il s'en félicite
en jubile même de manière indécente entre partenaires quand même qui sont à peu près d'un même rang ou d'un même camp. Et il se gêne encore moins pour dire que ce qu'on perçoit comme une augmentation, un renflouement de l'aide militaire pour l'Ukraine n'est que pour lui une manière de faire des affaires aux dépens de l'Occident. Je crois qu'il a lâché, non, que c'est pas le contribuable américain qui va payer. Il est constant sur ce plan-là, vis-à-vis de son opinion publique. Il a, me semble-t-il, affirmé que nous payons. Non, nous fabriquons et eux, ils payent. Et c'est même pas les Ukrainiens, ce sont ses alliés qu'il veut maltraiter, qu'il veut punir, assainir. Et dans ce cynisme-là, il est constant dans ce cynisme-là. Et les autres, ils vont également avec de leur consentement contraint. Voilà. Et donc, de ce point de vue, il a l'impression d'exister, d'avoir la victoire qu'il peut, mais c'est oui, mais est-ce qu'il ne devient pas un peu impatient là, face à Vladimir Poutine? Il devient impatient, mais il n'a pas les moyens de sa puissance. On l'a vu. Vous voulez dire qu'il n'a pas les moyens de sa politique? Non. Comment ça? Ou il pense qu'il ne les a pas. Et, parce qu'on n'a pas vu essayer. Et voilà. Mais donc, alors, vous voudrez qu'il puisse taper du poing sur la table, c'est ça? Ben, c'est un dire jeu. À Poutine, ça y est, c'est fini, la récréation est terminée. En tout cas, les analystes du Pentagone, comme de la Maison Blanche, ont dû intégrer également ce que représente la Russie. Et s'ils ne l'ont pas fait, au moins les Occidentaux le savent. Et que la Russie a plus d'un tour dans son sac, a une manière de négocier, d'aller aux accords de paix en les étalant, en se donnant toujours les moyens de gagner le maximum. On a parlé tout à l'heure de Yalta. Capacité de nuisance. De nuisance, de rétention, de contorsion, de contournement. Oui, il y a toute une tradition diplomatique russe qui maîtrise ce art-là des relations internationales. Et face à ça, oui, vous pouvez être impatient. Vous pouvez taper du poing sur la table, mais c'est à la limite l'agitation d'un tigre en papier, en attendant de se donner les moyens d'un conflit direct et ouvert, et ce que personne ne veut en réalité. Et on l'a vu sur un terrain limité comme l'Iran la dernière fois avec Israël, où l'intervention américaine s'est voulue ponctuelle pour presque séparer les belligérants et stabiliser le jeu. Et là, même avec éventuellement la complicité de la Chine, pour ne pas dire avec l'entente, avec une entente tacite avec la Chine, et pour arriver quand même à avoir un Moyen-Orient où, en gros, pour stabiliser cette zone-là, et empêcher que quelqu'un ne prenne définitivement le dessus sur l'autre, parce que le déséquilibre ne peut être que très important. Donc, en attendant, monsieur, comment il s'appelle, Trump, oui, reconnaît tacitement que monsieur Poutine n'est pas le maillon sur lequel il peut agir de manière décisive. Il a donné l'impression de pouvoir le faire. Je vais lui téléphoner, on va parler. Tout le monde a pensé que les choses iraient comme... Non, mais il y a la capacité manœuvrière des Russes avec laquelle on n'a pas voulu faire. Aujourd'hui, je pense qu'il en prend de la graine et déporte donc le curseur vers le maillon le plus faible de ses interlocuteurs, que sont les Européens, qu'il est content, qu'il est heureux. Alors, dites-moi un peu, le fait que Donald Trump ait donné 50 jours à la Russie, certains estiment que les 50 jours pourraient également permettre à la Russie de redorer son blason militairement parlant. Ah oui, 50 jours, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est presque rien. C'est lui qui se donne 50 jours pour inventer. Il ne donne pas à la Russie. Non. Il se donne 50 jours. C'est lui qui se donne 50 jours. Pour inventer une autre scène où il sera plus à l'aise. Un autre scénario, vous voulez dire? Un autre scénario d'autre pour détourner l'attention. La Russie sait jouer du temps. Et c'est pas... Attendez, ça fait 6 mois, ça fait peut-être 9 mois, si je compte le moment depuis lequel il a été élu, qu'il a
tous ces effets d'annonce. On inclut la pré-campagne aussi, hein, pendant qu'il était en campagne. Donc, c'est autant depuis de ce temps temps-là, gagné par la Russie. Qui sait le faire? Voilà, donc si c'est 50 jours, c'est 50 jours de rallonge plutôt pour que la Russie s'organise mieux et que lui, il arrive à détourner, à divertir par autre chose. Autre chose nous conduit du côté... À moins que M. Poutine fasse la surprise miraculeuse de se mettre à table. Mais wait and see. Rendez-vous dans 2 mois. L'autre rendez-vous nous conduit du côté du Japon. Rapport annuel militaire de défense. Tokyo dénonce l'escalade militaire de la Chine. L'Empire nippon tire sur la sonnette d'alarme parce que exaspéré par les incursions militaires de Pékin. Oui, c'est le moins que pouvait faire le Japon que de donner l'alerte, parce que militairement, malgré le parapluie américain, le Japon se demande jusqu'à quel point il pourra tenir face à la toute-puissance chinoise. Et cette puissance aussi militaire qu'économique. Qu'on devine. On la devine. Militairement parlant, qu'on devine. On la sent. Ah, on la sent, ok. On a parlé d'avions chinois qui sont venus se frotter à des chasseurs japonais à moins de 30 mètres. C'est déjà très agressif. Et donc, les Japonais le sentent, savent ce que c'est. Et même si, a priori, c'est Taïwan qui serait le motif, la source... Au cœur du ballot, comme on dit. Voilà, de toute cette agitation. Et donc, au fond, tout dépendra de la capacité du Japon à donner des gages à la Chine. C'est plutôt le contraire qu'on attendrait, mais elle essaye d'en donner. Enfin, la Chine a répété son discours éternel. La Chine veut banaliser son déploiement. La Chine veut donner l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Effectivement, là également, il n'y a rien de nouveau. C'est la Chine impériale face à un empire défait qu'est le Japon. Vous parlez d'empire défait, justement. Oui. Ça m'amène à vous poser cette question. Que cherche concrètement Pékin dans toute cette démonstration de force? Est-ce que la défaite de la Deuxième Guerre mondiale n'a pas... Enfin, toutes ces défaites que la Chine a connues face au Japon, est-ce que ces défaites n'ont pas encore été digérées par Pékin? Personne dans la région n'a digéré la domination de l'autre. Les Coréens ne supportent toujours pas le souvenir de ce que la domination japonaise a été chez eux. Donc, il y a quelques pays qui ont une tradition de domination. Et parmi eux, et Nagasaki, nous sommes bientôt en août, c'est l'anniversaire du largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Japon a connu ça dans sa chair, a connu l'humiliation suprême, la reddition de son empire après toute l'ère du Meiji, qui avait vu la réhabilitation, qui avait vu la profusion du Japon aujourd'hui économiquement. L'ère des Lumières. Des Lumières. Et tout. Et donc, chaque civilisation, chaque pays est précédé de sa civilisation, de sa volonté impériale. Et entre les uns et les autres, il y a eu les accidents survenus en cours de parcours. Et ceux qui ont subi l'accident le plus fatal, le plus brutal, c'est les Japonais. Les Chinois ne l'ont pas moins subi, mais se sont reconstruits aujourd'hui, tutoient la puissance militaro-économique que sont les États-Unis, même dépassent l'Occident en termes de réserves de change. Et donc le Japon se sent forcément complexé par cette espèce de développement prodigieux de la Chine. Oui, mais est-ce que le complexe peut donc amener la démographie? Oui. Est-ce que ce complexe dont vous parlez peut amener le Japon aujourd'hui à vouloir se réarmer? Le Japon ne peut pas se réarmer. Sait-on jamais? Voilà l'Allemagne qui est en train de le faire. Pourquoi pas le Japon? Oui, mais avec l'assentiment des Occidentaux. Le Japon et l'Allemagne étaient interdits de réarmement sans contrôle à tout le moins. De l'Italie aussi, mais là, ces pays sont en train de se réarmer. Donc, tant que pourquoi pas le Japon? Tant que c'est dans une organisation intégrée, cela va. Si les Américains en décident ainsi, parce qu'ils sont fatigués de porter assistance au Japon,
Peut-être que oui, parfois même cyniquement, les États-Unis ont tenté d'entraîner l'Allemagne et le Japon dans leurs aventures depuis l'Irak, et pour que, observant pour qu'ils les sont affaiblir, c'est ça, encore oui, plus? oui, pour les affaiblir en tant que concurrents économiques qui ont eu des appareils industriels neufs, rénovés après les destructions de la guerre, ce que les autres pays n'ont pas eu, forcément. Et le Japon, autant que la Chine d'ailleurs, n'a pas de ressources en hydrocarbures. Et donc les Américains se réservaient toujours le droit de les asservir par ces moyens-là pour que, au plan économique, ils soient toujours devant. Mais si le Japon arrive à tenir son rang dans l'océan Pacifique, dans la zone du Pacifique, où incontestablement les Chinois sont décidés à s'affirmer. Et ça, ce n'est pas que Taïwan qui est en cause. On le voit jusqu'au niveau du canal de Panama, où la Chine ne renonce pas à étendre son influence en contrôle des mers. Et en mer méridionale aussi, hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, le Japon est bien loin de cette capacité-là et doit pouvoir intégrer sa faiblesse de manœuvre. Et doit pouvoir peut-être commencer à intégrer le fait que les Américains ne seront pas éternellement là pour garantir leur sécurité. Donc, de quels moyens, de quels gages disposent-ils vis-à-vis de la Chine pour une relative coexistence pacifique? C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas tort d'alarmer, mais les Chinois sont fidèles à eux-mêmes et tentent de rappeler que dans cet espace-là, il faudra compter avec eux, avec les libertés qu'ils prennent effectivement. Et je ne sais trop de quoi il sera question s'agissant des îles qui sont quand même disputées entre le Japon et ses voisins chinois, voire entre russes. la Chine aussi et les Philippines. Voilà, la Chine et les Philippines. Il y a des contentieux de ce type-là qui peuvent amener quelquefois de l'inflammation. Mais si tous les alliés, si tout le monde ne s'allie pas en même temps, l'équilibre est possible. Mais si la Corée du Nord, par exemple, après avoir été un point d'ancrage, un point de blocage par rapport à la Corée du Sud, entraînant le Japon, les États-Unis à être plus que vigilants par là, si la Corée du Nord aide de plus en plus ouvertement avec la Chine et surtout avec la Russie, la donne peut changer. Et de ce point de vue, on verra comment les appels à l'aide du Japon vont être pris en considération, à moins qu'un nouvel axe se dessine extraordinairement entre le Japon et la Chine en termes de rapport de force, en termes de gentleman agreement pour tenir je ne sais combien de temps. Alors, pour sortir de ce sujet, mettre fin à notre émission de cet après-midi, le fait déjà que le Japon annonce qu'à partir de 2026, les dépenses militaires vont augmenter de 2% au niveau du PIB, est-ce que c'est déjà un signe qu'ils sont véritablement prêts à vouloir commencer un nouvel armement? Oui, ils y on a vu la Corée du Nord se réarmer secrètement. Aller même très loin. Peut-être que le Japon ferait pareil. Même à la limite, c'est plutôt avec le consentement des alliés occidentaux. Je le disais tantôt, les Américains ne sont plus décidés à être partout le parrain qui paye sans condition. Et donc, ça arrange quelque part les États-Unis dans une certaine proportion. Et aujourd'hui, avec cette menace ou ces menaces qui sont apparemment plus ressenties au niveau du vécu des Japonais, on parle des pêcheurs, par exemple, qui sont confrontés aux manœuvres des bateaux dans le Pacifique, et c'est pas que les... Où la Chine dicte sa loi au niveau de la mer méridionale. Hein. Donc, au moins de ce point de vue, le Japon aurait tort de ne pas rehausser le ton ou bien à tout le moins la garde pour en imposer. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Cameroun, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Nous avons terminé par le Japon et j'ai reçu pour vous Joël Ataïgué-Degbe, analyste politique, expert en gouvernance. Merci Joël. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de vous avoir. De partager. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.